On poursuit cette discussion toujours en compagnie de Rémi Lemoigne, directeur de GetC, conseil en économie circulaire. Nous ont rejoint Claire Bottineau, directrice RSE du groupe Elis, groupe français spécialisé dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène. Bonjour Claire. Bonjour. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour. Directeur économie circulaire du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Claire, je vais commencer par vous, parce que sur le site d'Elis, il y a écrit que l'économie circulaire est au cœur de votre modèle économique. Donc moi, j'aimerais comprendre comment ça se traduit concrètement. Effectivement, alors en fait le groupe Elis, on fait 88% de notre chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle l'économie de la circularité, de la fonctionnalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce mot? C'est en fait on loue nos produits plutôt que de les vendre. Donc ça c'est une première étape, c'est une étape fondamentale de l'économie circulaire, on en a sans doute déjà parlé. Et l'autre étape, c'est qu'en fait, on essaye de faire beaucoup de boucles. On mentionnait les différentes boucles de la réparation, du reconditionnement, de la réutilisation. Et on essaye de faire ça au maximum dans nos produits. On mutualise, on répare. On a des couturiers, des couturières dans nos sites qui réparent les produits pour leur donner plus de longueur de vie. Et puis aussi, on reconditionne, comme on disait à l'instant, notamment sur certains produits sanitaires ou fontaines. Pierre-Emmanuel, vous avez fondé une start-up à la base qui s'appelait ZAC, spécialiste de la seconde main des produits électroniques d'entreprise. Vous avez été racheté par Manutan il y a 1 an. Comment est-ce qu'on passe comme ça d'une start-up qui a cette économie circulaire dans son ADN à une ETI qui ne l'a pas initialement dans son ADN ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Il se trouve qu'effectivement, côté Manutan, on est plutôt sur une sorte de continuité logique et pas forcément un énorme bouleversement, puisque le groupe Manutan a depuis toujours une proximité importante avec ses clients. On n'est pas un modèle purement digital, il y a aussi effectivement tous les commerciaux qui connaissent au jour le jour les besoins des clients. Et depuis longtemps, on était sur les aider à optimiser leurs achats, notamment d'un point de vue coût. On était sur la suppression de ce qu'on appelle les achats sauvages, acheter un peu n'importe comment et un peu n'importe quoi. Et donc cette rationalisation, ce bon sens, en fait, c'est un peu aussi un basique de l'économie circulaire, d'acheter purement ce dont on a besoin, et puis on va rajouter derrière virgule dans les limites planétaires, dans le respect des limites planétaires. Donc, comment on passe d'un modèle où tout le monde est convaincu, on fait que ça toute la journée, où il n'y a pas besoin de répéter pourquoi c'est important? Il faut tout simplement travailler le discours, déjà pour l'interne, pourquoi on doit y aller. Donc très concrètement, écrire ce qu'on va appeler le case for change. Pourquoi le groupe Manutan n'a pas le choix de faire l'économie circulaire, sinon il va disparaître, point. Donc on a des sujets de criticité de la ressource naturelle, de pérennité de la supply chain, un sujet réglementaire extrêmement important pour le groupe Manutan, un sujet de réduction des émissions de CO2 qui doit passer par l'économie circulaire. Donc écrire ce discours et créer de la désirabilité pour l'ensemble des fonctions de l'entreprise et montrer qu'en fait c'est déjà un petit peu dans l'ADN et qu'on va du coup ensuite être en transformation logique. Mais je pense qu'il faut écrire un peu ce chemin pour embarquer tout le monde à partir du moment où effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose de natif dans l'entreprise. Rémi Lemoigne, on disait tout à l'heure, en fait, les entreprises qui veulent se mettre à l'économie circulaire, elles ont un peu du mal à trouver les bons partenaires. Le rachat d'une start-up qui a ça dans son ADN, ça peut donner un coup de pouce, à les permettre d'aller plus vite. Oui, alors on va dire de plus en plus d'exemples et c'est Renault par exemple qui est en train de mettre en place un vivier de start-up parce que effectivement comme c'est de nouveaux modèles, de nouvelles organisations, de nouvelles façons de penser finalement, mais ça peut être intéressant de travailler avec ces start-up. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut aller vers l'économie circulaire. Même si on est une très grosse entreprise, tout seul, ça peut être plus long, ça peut être plus difficile, mais on y arrive aussi. Chez Elis, comment ça s'est passé, ce virage de l'économie circulaire? Vous l'avez pris de quelle façon? Alors, c'est un virage qui s'est produit il y a un certain nombre d'années, puisque ça date de l'entre-deux-guerres, donc c'est quand même pas tout nouveau. Donc, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit, je dirais, des salariés au quotidien. C'est-à-dire quand ils rentrent dans le groupe, il y a une forme d'intégration. Tous les salariés, ça va de la journée d'intégration à 6 semaines d'intégration. Et on les immerge complètement dans le business model. Donc en fait, après, ils le transpirent au quotidien quand ils vont voir les clients, quand ils vont parler avec les autres collaborateurs. Du coup, dans le quotidien, ça veut aussi dire que tous les jours, on réfléchit économie circulaire, dans l'état d'esprit, dans la façon dont on vend le produit, mais aussi dans la façon dont on opère au quotidien. Donc on a assez peu de consommables, par exemple, et c'est quand même assez important, assez peu de produits à usage unique, et les salariés réfléchissent sans arrêt à comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir encore moins. Donc je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait, il y a quelque part, il faut aussi que les salariés, il y a une désirabilité, il faut que les salariés ils aient envie d'aller plus loin au quotidien. Donc il y a un business model qui est déjà là, mais il faut aller toujours plus loin pour aller encore plus loin vers l'économie circulaire. Mais quand vous parlez des salariés, on parle de quelle masse de salariés? Alors le groupe Elis, c'est 50 000 salariés dans le monde, dans 29 pays.
et ils sont tous biberonnés à l'économie circulaire au quotidien. C'est marrant parce que Claire parle tout de suite des salariés, vous avez parlé des collaborateurs aussi immédiatement, Pierre-Emmanuel. Comment vous les embarquez là-dedans? C'est-à-dire une fois qu'on a écrit le discours, opérationnellement, comment on les embarque et comment on se dit, on les effraie pas avec la crainte du changement, entre guillemets? Bon, alors, il y a quoi qu'il arrive un volet formation pédagogique, expliquer ce qu'est l'économie circulaire et je dirais vulgariser au sens justement ne pas effrayer. En fait, c'est encore une fois, c'est le principe même de l'économie circulaire, il est accessible absolument à tout le monde et pas besoin de grands experts quelque part pour y avoir accès. Après, nous, effectivement, l'entité ZAC a été rachetée et intégrée. Pour développer un service particulier, qui est notre système de collecte et de revalorisation des produits électroniques. Mais en réalité, je suis persuadé que le développement de l'économie circulaire, en dehors du lancement de nouveaux services, passe par l'intégration des économies circulaires by design dans toutes les équipes. Et c'est eux qui savent beaucoup mieux comment le faire. Un exemple très bête, enfin très simple, plutôt dans l'entrepôt, c'est évidemment les personnes qui travaillent dans l'entrepôt au quotidien qui sauront le mieux choisir peut-être effectivement les méthodes de réemploi du packaging, aller vers du plastique recyclé pour de même ce packaging, comment réduire la matière utilisée dans l'entrepôt. C'est eux qui savent comment écrire quelque part la transformation circulaire de la supply chain. Si on doit aller vers des produits responsables, on a une offre responsable chez Manutan, c'est des produits reconditionnés de seconde main ou neufs éco-conçus avec 25% de matière recyclée, qui de mieux qu'un acheteur qui depuis toujours fait ce travail-là, va aller spotter les meilleurs fournisseurs sur le sujet pour pouvoir les référencer le plus vite possible et pousser l'offre responsable. C'est pas moi qui ne connais absolument rien au process de référencement d'un distributeur, d'un leader de la distribution B2B. Donc en fait, il faut en mettre partout. Évidemment, l'exemple des commerciaux qui connaissent les besoins des clients, c'est absolument évident. Il faut en mettre partout, l'intégrer dans une réflexion assez quotidienne. Et c'est comme ça qu'on déploie, qu'on démultiplie en fait ce levier vers l'économie circulaire, beaucoup plus qu'en ayant une équipe économie circulaire sur le côté qui travaillerait un peu dans son coin. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Lemoine? Il faut en mettre partout en même temps et essayer d'infuser le plus largement possible quand on démarre une stratégie économie circulaire? Oui, je suis d'accord et je pense que je rajouterais que finalement l'économie circulaire, l'un des avantages, c'est que ça fait du sens. Et quand on en parle aux employés de l'entreprise, ça les intéresse. C'est maintenant de plus en plus les employés sont à la recherche de sens. Donc l'économie circulaire est un formidable levier. Parce que je vois le principal frein finalement, c'est quand le directeur général est motivé. En général, toutes les équipes sont motivées. L'obstacle, c'est souvent le management intermédiaire qui lui est mesuré sur vendre plus de produits neufs, par exemple, ou réduire ses coûts d'achat, et va pas avoir toujours les bons indicateurs pour basculer vers l'économie circulaire. Donc, il y a des fois modifier un peu les indicateurs, la façon dont on va mesurer le succès pour avancer. On parle des collaborateurs, mais qu'en est-il des fournisseurs, des clients? Il faut les embarquer aussi dans ce changement, sinon on a beau avoir une offre aussi pertinente qu'elle soit, ça marche pas. Alors, des fois, c'est les clients, d'ailleurs, qui sont les premiers à demander. On le voit sur nous, en tant que consommateurs, par exemple, on va de plus en plus, on va pour le textile, par exemple. De plus en plus, les consommateurs ne veulent plus de fast fashion et veulent des vêtements de bonne qualité, mais à des prix raisonnables. Donc, ça oblige progressivement l'industrie du vêtement à se renouveler. On voit beaucoup de modèles innovants de l'économie circulaire qui sont très intéressants dans cette industrie. Et les fournisseurs, vous avez raison, il faut qu'ils s'adaptent, qu'eux aussi proposent de nouvelles offres, de ne plus vendre par exemple des équipements industriels neufs, mais peut-être reconditionnés, de vendre des services plutôt que des produits. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est une question centrale aujourd'hui pour vos clients chez Elis, Claire? Alors l'économie circulaire, enfin le développement de produits responsables, oui, c'est une question qui revient de plus en plus. Et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'effectivement le fait de faire des projets pilotes et d'intégrer l'économie circulaire de plus en plus, c'est extrêmement clé, tout comme l'engagement des collaborateurs. On a un projet en France, donc le recyclage des textiles, on dit c'est clé. Aujourd'hui, c'est 1% des textiles dans le monde qui sont recyclés. Dans le groupe, on vise 80%. On recycle aujourd'hui beaucoup les textiles sous forme de chiffon, mais l'objectif, comme on disait, c'est peut-être de faire du textile à partir de textile. Les équipes marketing chez nous en France, donc pas les équipes RSE, pas les équipes économie circulaire, les équipes marketing ont monté en projet, en collaboration avec la chaîne de valeur. Elles ont identifié des partenaires, elles sont allées voir en interne les acheteurs, les bonnes personnes, et elles ont petit à petit remonté la chaîne de valeur et elles ont été capables de faire un tablier en fait à partir de nos vêtements de travail en fin de vie.
Donc demain, on va lancer, là, en 2023, alors c'est une édition limitée, hein, c'est un projet pilote. Non, mais c'est une première étape, en tout cas. Exactement. Et pour rebondir, ça va aussi permettre d'engager le client. Parce qu'à la fin, c'est le client qui achète et c'est aussi, il faut pouvoir lui parler, l'engager pour pouvoir proposer ses offres, pour que lui aussi, il en ait envie, il adhère et qu'on puisse faire grandir le projet à l'échelle d'après. Chez Manutan, vous parliez tout à l'heure d'éviter les achats sauvages, de faire un peu de tri. Ça veut dire que là, on parlait du client, mais le fournisseur aussi, vous avez fait du tri. Comment ça se passe ? Alors, le travail avec les fournisseurs est essentiel et on rejoint la notion d'économie circulaire qui passe uniquement par l'écosystème. Avec nos fournisseurs, qu'est-ce qui est fait ? La première chose, c'est qu'il y a un groupe de travail sur mesurer la circularité, la responsabilité des produits. Donc, on travaille à la création d'un score d'impact global qui intègre la ressource, mais pas que d'ailleurs, pour pouvoir justement aider les fournisseurs eux-mêmes à s'auto-évoluer, parce que parfois, et même très souvent, on est une petite structure, on n'a pas les moyens de mettre en place ça, aller chercher les bonnes données, c'est compliqué, on ne sait pas forcément même d'où viennent les ressources naturelles. Et ensuite, évidemment, ce score, il est proposé aux consommateurs pour, quelque part, choisir mieux leurs achats, pour pouvoir ensuite, en tant qu'acheteur, dire à son management, j'ai amélioré mon sourcing par rapport aux sources naturelles, et puis par rapport aussi aux évitements des émissions de CO2, car comme on le sait, choisir un produit reconditionné ou de seconde main est plus vertueux aussi en termes d'émissions de CO2. Donc vraiment déjà cette idée de construire ensemble une mesure et effectivement derrière pousser l'offre responsable en favorisant au maximum avec une rapidité de référencement des fournisseurs qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients sur la partie responsable et donc favoriser les produits reconditionnés de seconde main ou issus de matières recyclées et éco-conçues. Donc clairement il y a, je dirais, petite politique discriminatoire qui se met en place de plus en plus, mais plutôt dans une volonté d'accompagnement. On veut accompagner nos fournisseurs pour les aider à transformer, parce qu'ils sont souvent aussi parfois perdus sur le sujet. Dans le réglementaire, on a quand même eu l'interdiction de la destruction des invendus d'un alimentaire dans la loi anti-gaspillage qui a poussé tout de suite de nombreux fournisseurs à se pencher sur la question de la seconde vie de leurs invendus de manière beaucoup plus responsable qu'elle n'était gérée jusqu'alors. Rémi Lemoigne, moi j'entends en fait des deux côtés, à la fois client, à la fois côté fournisseur, une espèce d'envie de co-construction. C'est une méthode répandue, ça, aujourd'hui, c'est d'aller voir les différentes parties prenantes et finalement d'essayer de faire avancer tout le monde dans le même mouvement. Alors c'est une bonne question. En effet, quand on parle d'économie circulaire, on parle de boucle, donc on parle de partenaires qui vont devoir un peu travailler ensemble pour fermer cette boucle. Et c'est une grosse difficulté aujourd'hui de l'économie circulaire, c'est que les fournisseurs et les clients, leur relation client-fournisseur, c'était assez peu une relation de partenariat. Et aujourd'hui, effectivement, pour que cela marche, on doit mettre en place de nouveaux partenariats entre le client et le fournisseur, des fois entre des clients entre eux, entre des concurrents entre eux. Mais pour que ça marche, c'est un peu inévitable. Donc oui, on voit ça de plus en plus on évoquait le terme tout à l'heure, des écosystèmes qui se mettent en place pour que on arrive à faire marcher le système ensemble. Mais je ne vous cache pas que c'est assez difficile à mettre en œuvre. Ces vecteurs d'innovation, Claire, finalement, l'économie circulaire, parce que j'entends finalement, ça vous oblige à travailler différemment, à aller inventer de nouveaux produits, à les réutiliser autrement. C'est un vecteur d'innovation ? Je pense que c'est un vecteur d'innovation, mais sur tous les sujets, c'est un vecteur de transformation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on parlait d'engager les salariés, on parle de travailler dans un écosystème. C'est une innovation multiple, à la fois sur les produits, sur la façon de travailler, sur la façon de vendre. Quand on doit basculer d'un modèle où on vend le produit et qu'on doit basculer demain et vendre le service, c'est tout qui sont à mettre en place. La chaîne de valeur, la logistique, parce qu'il faut déposer les produits, mais il faut être capable de les récupérer. Il y a la partie stock, il y a la partie intégration de la matière recyclée, notamment dans un certain nombre d'entreprises industrielles. La matière recyclée n'a pas exactement le même comportement qu'une matière non recyclée. D'un batch à l'autre, la matière va être différente, pas la même couleur. Donc comment est-ce qu'on gère ça vis-à-vis du client ? Donc effectivement, il faut ces sources d'innovation et de remise en question aussi, je pense, assez fondamentales pour tout le monde. Et du coup, l'importance aussi d'avoir une vision qui est partagée et d'avoir un soutien de l'ensemble du management, je pense, sur ces sujets-là. Jusque-là, on a parlé des choses qui marchent plus tôt ou qu'on arrive à mettre en place. Quels sont les freins, selon vous, Pierre-Emmanuel, aujourd'hui ? Alors, il y a un premier frein qui est autour de la donnée. L'économie circulaire, c'est une notion de flux. Il faut aller collecter des produits, savoir que telle ressource naturelle constitue tel produit, etc. Et tous les systèmes de données, je parle de manière très générale, n'ont pas du tout été conçus pour ça.
Ça rejoint l'aspect réglementaire qui aujourd'hui avec la CSRD, on doit être responsable effectivement de sa supply chain, mais il y a plein d'entreprises qui n'ont aucune idée du nombre d'intermédiaires qu'il y a dans la chaîne de production et d'où viennent in fine les ressources naturelles et quels sont les flux par exemple des invendus, quels sont les flux des produits usagés retour. C'est super mal piloté et donc du coup c'est compliqué de mettre en écosystème d'un point de vue donné. Autant on a des super ERP sur la vente de produits neufs, on sait ce qu'on a en stock, on a des systèmes de transport extrêmement connectés en termes de données. Autant sur l'économie circulaire, on est encore un petit peu au balbutiement. Il y a des super exemples qui commencent à émerger. On rencontrait il y a 2 jours un logiciel l'équipe d'un logiciel qui s'appelle Factories qui essaie justement de créer ces systèmes ouverts justement de partage de données. Mais on a un vrai sujet là-dessus. Voilà, je pense que après il y a tout ce qui est autour évidemment de la reverse logistique. Tous les réseaux de transport, pareil, n'ont pas intégré ça nativement. Il y a un peu la collecte des déchets d'un côté et puis l'économie de l'autre, on va dire. Aujourd'hui, pour que le modèle soit rentable, il faut interconnecter les deux pour optimiser les coûts de transport. Aller collecter 3 produits avec un camion pour potentiellement le reconditionner avec des coûts de reconditionnement et potentiellement le revendre derrière avec des marges inexistantes, voire négatives, ça pousse pas les entreprises à y aller. Ouais. Donc voilà, il y a aussi, c'est aussi une notion de connexion, repenser ces flux-là pour qu'ils soient rentables. Et on revient sur ce que disait Rémi au tout début. Pour l'instant, dans l'économie linéaire actuelle, la majorité linéaire, ces modèles-là ne sont pas encore très rentables. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'ils le seront forcément. Il y a un sens de l'histoire qui est notamment la disparition des ressources naturelles. Quand quelque chose disparaît, son prix augmente énormément. Et le neuf n'a juste pas d'avenir. Donc c'est juste une question de temps. Et je pense que les entreprises qui s'y mettent tout de suite gagnent des points de marge prospectifs, on va dire. Il faudra combien de temps pour que ce soit rentable alors, Rémi Lemoigne? Vous voyez ça à quel horizon? Écoutez, moi je suis étonné parce que je travaille sur le sujet depuis 10 ans. Les premières années pour convaincre sur l'économie circulaire c'était dur. Aujourd'hui ça l'est plus du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a le levier réglementaire. On va voir, alors on le voit arriver en France, mais en Europe il va y avoir un tsunami de réglementation sur l'économie circulaire au niveau des données, au niveau des emballages. Il faut s'y préparer parce que deuxième levier, ça va être les clients qui demandent de plus en plus. Et le troisième, c'est que cette rentabilité, je crois qu'on la voit arriver maintenant parce que le coût des matières augmente à cause des différentes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Le coût du CO2 va augmenter aussi. Donc maintenant, on ne parle plus d'horizon sur dizaines d'années, c'est un horizon à 1-2 années, voire quelques mois. Donc je pense qu'il faut s'y préparer maintenant, si on n'est pas encore. Elis, c'est une entreprise qui a pris ce virage il y a très très longtemps, vous le disiez, à l'entre-deux-guerres. J'imagine que pour vous, le modèle est rentable, évidemment. Elis est une entreprise rentable. Oui, on fonctionne plutôt pas mal. et on montre, je pense que c'est aussi un des points positifs à retenir, c'est que le modèle est plutôt résilient. C'est-à-dire qu'on est passé au travers de la crise du Covid, la crise énergétique, et finalement, le groupe se porte plutôt bien. Donc c'est aussi rassurant d'un point de vue, effectivement, les grandes entreprises qui se positionnent sur ces sujets-là, qui sont encore dans des phases qui ne sont pas encore économiquement rentables. On voit que quand il y a un effet d'échelle, que les partenariats sont là, l'écosystème est là, en fait, c'est rentable, ça fonctionne bien. Donc je pense que c'est aussi un message positif. Et en plus, c'est bon pour la planète, donc faut y aller, quoi. Pierre-Emmanuel, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir du déploiement de l'économie circulaire au sein de votre groupe? À quel moment vous pensez combien de temps ça va prendre pour que ça atteigne son rythme de croisière? Parce que vous avez intégré l'entreprise il y a juste 1 an. La difficulté, c'est le fait que donc nous, on est sur 17 pays en Europe, les marchés n'en sont pas du tout au même stade de maturité. Et quoi qu'il arrive, on doit repartir, parce que l'entreprise est structurée comme ça, l'économie est structurée comme ça, des besoins des clients. Donc de toute façon, il faut avoir des approches un petit peu différenciées pour y répondre. On sait très bien que les pays nordiques, par exemple, sont très avancés sur ces sujets-là. Les Pays-Bas, on est très implantés, sont très avancés sur ce sujet-là. Il y a d'autres pays, peut-être l'Europe du Sud ou autre, où c'est pas forcément toujours le sujet numéro 1. Et puis il y a un contexte d'inflation, un contexte, encore une fois aussi, de crise un peu généralisée. Donc c'est essayer d'harmoniser ça. Le deuxième sujet, c'est, encore une fois, on est sur toute une nouvelle logistique à penser. Et elle doit être pensée intelligemment par rapport à l'infrastructure existante. Donc aujourd'hui, on se pose des questions sur... là, on a un centre logistique pour l'activité sur les produits électroniques dans le 94. Si on ouvre les Pays-Bas, est-ce on va ouvrir un centre aux Pays-Bas? Est-ce qu'on utilise le même? En termes d'émissions de CO2, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on est quand même, entre guillemets, positif sur les évitements des émissions et donc ça a du sens? Est-ce que c'est rentable? Donc créer tout ce maillage et repenser, entre guillemets, toute l'activité de ce niveau-là prend forcément du temps, pardon. Mais il y a beaucoup de motivation
d'innovation derrière et d'entrepreneuriat. Donc, de toute façon, ça se fera, je pense, assez naturellement. Merci beaucoup à tous les trois. Rémi Lemoigne, directeur de GetCI, conseil en économie circulaire. Claire Bottineau, directrice RSE du groupe Elis. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, directeur économie circulaire du groupe Manutan. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.